Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous des professionnels des médias. L'actualité cette semaine a été un peu plus fournie. On la décrypte avec mes deux invités du jour. Léa Sena-Glago, vous êtes rédactrice en chef à Radio Tokwa. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Rachida. Jean-Claude Kouagou, vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien Le Matinal. Bonsoir et merci également de partager votre regard sur l'actualité nationale avec nous. C'est moi qui vous remercie, Rachida, et je salue les téléspectateurs de l'OATV. Voilà, le décor ainsi planté. Tout de suite, la revue hebdomadaire, vos analyses juste après. Amis de la revue de presse hebdomadaire, bonsoir. Dans l'actualité cette semaine, la crise qui secoue le Parti social-démocrate PSD. Quotidien Le Meilleur affiche à la une, crise au sein du bureau exécutif national du PSD. 21 membres sur 41 accusent le président Emmanuel Golou d'autocratie. Dans une déclaration rendue publique, ces 21 membres reprochent à Golou d'avoir confisqué les tests et résolutions du 3e congrès tenu depuis le 17 janvier 2015, s'opposant ainsi à leur publication et travaillant en sourdine pour leur tripatouillage. Une déclaration qui aura reçu un écho favorable de la part de l'accusé. Le potentiel nous apprend à cet effet que le bureau exécutif du PSD appelle au calme des militants et annonce l'organisation du congrès du 30 juin au 1er juillet 2017. Mieux, la Nouvelle Tribune nous révèle en manchette, Golou lance la modernisation du PSD. Georges Akpo, dans son article, explique que guerre ébranlée par la fronde de certains faucons du parti, Emmanuel Golou se montre préoccupé par un autre défi, celui de la modernisation du parti. Il poursuit en nous apprenant que mettant en application la principale décision du congrès de 2015, Emmanuel Golou a procédé le mercredi 14 juin à l'installation de la fédération du parti pour le département du Koufou. Il s'agit, poursuit le rédacteur, de dynamiser et de remobiliser les militants pour les combats à venir. Le combat se poursuit quant à lui du côté du port de Cotonou. Grève, pas grève, les journaux se délectent. Fraternité met à sa une. Grève annoncée sur la plateforme portuaire. Le port n'est pas paralysé. Le journal révèle que le mouvement de grève de 48 heures entamé pour exiger l'annulation du recrutement de mandataires pour la gestion du port autonome de Cotonou n'a pas prospéré. C'était plutôt une journée de dur labeur pour les travailleurs selon le constat fait sur le terrain par le ministre Hervé Héhomé. Même constat fait par Le Meilleur. Constat battu en brèche par contre par Le Progrès. À sa une, il met mécontentement autour des réformes dans le secteur portuaire. La grève est effective au port autonome de Cotonou. Information renchérie par la Nouvelle Tribune qui affiche qu'en dépit des intimidations, la grève est très suivie. On y apprend que la plupart des bureaux sont restés fermés et donc que l'effectivité de la grève est patente avec l'absence de plusieurs agents. Le rédacteur nuance toutefois en précisant que sur la plateforme portuaire exercent de nombreuses sociétés privées dont les employés ne sont pas concernés par le mouvement de grève. Dans ce méli-mélo, l'événement précis pour calmer les travailleurs du port va recueillir l'avis de l'autorité. En manchette, il titre « Réaction aux polémiques sur le recrutement de mandataires au port, Huguette Amoussou exclut toute idée de privatisation du port ». Elle y explique qu'il n'est pas question de vendre l'autorité portuaire et affirme qu'il s'agit juste d'une expertise pour améliorer les performances dans certains aspects de la gestion actuelle. La priorité trouve Huguette Amoussou rassurante et annonce que le ministre Héhomé est ouvert aux discussions. Au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune CHUMEL, l'impensable pollulaire et aiguise la curiosité. Ce centre de référence en santé maternelle et infantile est presque une épave. Pour défaut de bloc opératoire, les accouchements suspendus à l'Es-Omel, titre Nord-Sud quotidien. On apprend que l'Es-Omel dispose de 3 blocs opératoires, le premier étant en panne depuis plusieurs années. Le deuxième a connu un incendie et depuis 2 semaines, le 3e bloc opératoire n'est plus fonctionnel. Conséquence, les salles d'accouchement sont fermées, de même pour les salles de dilatation et de stérilisation. Les couloirs sont vides et muettes, conclut notre confrère. Sur le plan énergétique, par contre, le Bénin se porte mieux. La priorité affiche en une Millennium Challenge Account Act 2, le délestage définitivement vaincu au Bénin. Le quotidien national reprend la même information et se fait plus précis. Millennium Challenge Account 2,
cap sur l'efficacité énergétique pour une croissance économique forte. Marisa Sobadjo nous apprend que le programme dont le démarrage est prévu pour la fin de ce mois s'étale sur la période 2017-2022 et parie sur l'amélioration de la gouvernance énergétique au Bénin en vue d'une croissance économique durable. Selon notre consoeur, 4 grands projets sont prévus dans le cadre du programme. Le premier est relatif aux réformes des politiques et au renforcement institutionnel. Le deuxième et le troisième portent respectivement sur la production et la distribution de l'électricité et le quatrième prend en compte l'accès à l'électricité hors réseau. Examen du BPC session de juin 2017, la nation péremptoire, titre en manchette, démarrage sans accroc majeur des épreuves et nous fait le point des déroulements dans les différents départements, à commencer par le CEG à Thiémé où le lancement officiel a eu lieu. Le quotidien national note quelques couacs comme la défaillance dans la réalisation des cartes d'élèves, la pluie qui a perturbé un peu le démarrage avec quelques retards notés. Dans l'Ouémé Plateau, l'antenne régionale du quotidien national nous apprend qu'un candidat fraudeur et 3 surveillants de salle ont été épinglés. À en croire le directeur départemental chargé de l'enseignement secondaire de l'Ouémé, Dr Bertin Nansou, repris par notre confrère, le premier cas de fraude a été enregistré au centre d'examen du Collège d'enseignement général 1 d'Akpo-Misrété. Un candidat a falsifié sa carte d'identité scolaire. Il a mis sa photo sur une carte d'identité du CEG1 d'Akpo-Misrété alors qu'il provient d'un collège privé. La supercherie du candidat a été découverte par les surveillants de salle lors du contrôle des identités physiques dans l'après-midi du lundi 12 juin dernier. Il sera arrêté et exclu de la suite de l'examen. Mais le candidat faussaire, poursuit notre confrère, ne sera pas seul à être chassé du centre d'examen. Les 2 enseignants qui ont surveillé sa salle dans la matinée seront aussi interpellés et exclus. Il leur est reproché d'avoir fait preuve de légèreté lors de leur contrôle car le candidat devrait être déjà arrêté depuis la première épreuve de composition s'ils avaient bien fait leur travail. L'hebdomadaire spécialisé dans les questions d'éducation, Éducation pour sa part, croit en savoir davantage sur le processus devant conduire à la délibération et à la proclamation des résultats définitifs du BPC 2017. À sa une, on peut lire la délibération et la proclamation des résultats définitifs annoncés pour le 14 juillet 2017. Mais avant, du 22 au 26 juin, sont prévus les travaux de correction des copies. S'en suivra la proclamation de l'admissibilité prévue pour le 3 juillet prochain et qui donne lieu aux épreuves orales. D'un examen à un autre, le baccalauréat 2017 démarre demain. Ils sont 115 255 candidats, dont 38 787 filles réparties en 13 séries qui composent dans 152 centres. À la veille de cet examen, l'équipe de Club Média 7 souhaite aux candidats bonne chance. Voilà l'actualité de la semaine écoulée présentée par Ulvaeus Balogun. Jean-Claude Kouago, Léa Sena-Glago, après la RB, il faut dire que c'est le Parti social-démocrate qui politiquement va mal. Aujourd'hui, on reproche notamment à Emmanuel Golou sa gestion clanique, voire un peu autocratique des affaires. Jean-Claude Kouago, que se passe-t-il au PSD finalement? Il faut dire que la situation ressemble comme 2 gouttes de larmes à celle que la RB traverse en ce moment, à la différence que Emmanuel Golou semble avoir pris très tôt conscience de la situation et a anticipé en convoquant un congrès, une assemblée générale suivant que le test stipule la dénomination de l'instance qui doit permettre, n'est-ce pas, aux congressistes, aux membres dirigeants de pouvoir se retrouver et de prendre une décision pour remettre le PSD sur les rails. De façon générale, c'est que les partis sont dans une certaine crise j'allais dire, de croissance. Et je l'ai dit à une autre occasion que les partis au Bénin sont fondamentalement tributaires de ceux qui les ont fondés. Et lorsque on essaye de déléguer, on ne trouve pas toujours les moyens pour faire de ces partis-là des partis véritablement démocratiques. Cela fait que le PSD aujourd'hui est toujours le PSD de Bruno Amoussou, quand bien même depuis bientôt 7 ou 8 ans, c'est Emmanuel Golou qui est à la tête de ce parti-là. Donc on ne trouve pas encore les marques qui distinguent Emmanuel Golou
de Bruno Amoussou. Donc, on estime que le parti est toujours celui de Bruno Amoussou et ça fait que... Il a du mal à être le maître à bord, voilà, à manager tous les autres acteurs qui forment et constituent le bureau politique du PSD. Et il aurait fallu qu'il puisse convoquer assez tôt le Congrès ou bien c'est l'Assemblée générale, je ne sais pas ce que disent très exactement leurs tests, mais il aurait fallu convoquer l'instance dirigeante pour que les acteurs puissent se voir après les élections pour discuter de leur cuisine interne et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir. Et c'est faute de cela que les problèmes, les crises naissent et il est à regretter que nous en sommes là. Alors, Léa Sena-Glago, vous partagez l'avis de Jean-Claude. Cette crise ressemble étrangement à celle qu'a vécue la RB. Le constat est là, puisque c'est toujours des membres du bureau exécutif national qui se plaignent de la gestion du président du parti. Je pense que, en tant que chef, en tant que leader de parti, on devrait pouvoir comprendre que le parti ne se fait pas sans les militants, sans les membres du bureau. Et le parti, c'est tout un ensemble. Même si le parti a été créé à un moment donné par un leader et qu'entre-temps, c'est quelqu'un d'autre qui dirige, le parti demeure une affaire nationale, une affaire de tous. Et donc, il faudrait qu'on essaye de plus en plus de ne pas voir les partis politiques au Bénin comme des entreprises ou des éléments appartenant à un homme. Quand déjà vous faites l'effort au sein d'un parti ou même d'une simple communauté, quand je prends notre cas par exemple, quand vous êtes dans une rédaction, quand vous mettez déjà en tête en tant que journaliste que la rédaction, le travail de la rédaction est commun et que le résultat à la fin va impacter toute la rédaction, quand vous prenez déjà cette conscience-là, vous œuvrez pour que le travail soit bien fait. Et tout le monde doit se sentir à sa place. Tout le monde se sent à sa place. Mais quand déjà vous mettez en tête qu'il est le chef, s'il y a péril, c'est lui qui gère, c'est lui qui porte les pots cassés, ça pose problème. C'est donc une guerre de leadership? Selon moi, je pense que c'est plus une guerre de leadership parce que rien de bien ne se fait sans les hommes et ce n'est pas dans les tiraillements, ce n'est pas dans les guéguerres qu'on résout les problèmes. Emmanuel Golou est à la tête du parti, il a été réélu il y a à peine un an, pour ne pas dire on est dans la deuxième année. Donc je pense qu'on aurait pu aller vers le président, pouvoir dialoguer, que de toujours amener tout devant la place publique. Parce que des fois, on manipule l'opinion. Quand on amène le débat au devant de la place publique, on ne dit pas toujours ce qui blesse, on ne dit pas toujours ce qui ne va pas. Et je pense que c'est cette honnêteté qui fait également qu'aujourd'hui, les populations ne croient plus à nos partis politiques. Il y a des problèmes, ils l'ont dit, les fondeurs du PSD, mais est-ce qu'à un moment donné, ils ont pu demander à dialoguer avec le président du parti? Parce que c'est vrai que c'est le parti de Bruno Amoussou, mais est-ce qu'à un moment donné, il a été interpellé pour pouvoir tout au moins en tant que sage ou ancien du parti régler le problème? Parce que ce n'est pas vous pouvez amener ça sur la place publique. Mais dans leur motion, ils ont listé un certain nombre de démarches mais ce qui m'a fait plaisir dans la revue de presse et dans l'actualité, on l'a tous suivi, c'est que ils ont boycotté une réunion du bureau exécutif convoquée par M. Golou le 9 juin. Entre-temps, Golou a été interpellé tous azimuts. Il a fait une autre réunion le 14 juin et j'ai vu dire que ces personnes ont participé, même si à un moment donné, ils sont partis. Je pense que c'est dans le dialogue que tout se règle. Ce n'est pas en tiraillant tout le temps. Il faut qu'on arrête de faire des guerres de personnes, des guerres d'hommes. Il faut qu'on aille véritablement aux guerres de conviction. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, c'est peut-être Golou quand on parle du PSD. Mais demain, ce sera qui? Voilà, à qui le tour? Jean-Claude Kouagou, vous voyez une mauvaise démarche, vous y voyez-vous une mauvaise démarche des frondeurs? Non. Puisque Léa Sena-Glago parle d'une certaine médiatisation, donc ça a l'air un peu folklorique. Quelque peu, oui, mais lorsque les dispositions statutaires réglementaires vous offrent des possibilités, il faut les exploiter. Et en politique, ils ne se font pas de cadeaux. Ce qui est évident, c'est qu'il y en a qui aspirent à succéder à Emmanuel Golou pour prendre la direction du parti. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de faire les choses en essayant de le vilipender, il n'est pas encore à la fin de son mandat. Voilà, il n'est pas encore à la fin de son mandat. Est-ce que c'est la meilleure manière? Ce sont des points d'interrogation. Ce sont des hommes majeurs qui savent bien qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses en dehors des statuts et règlements intérieurs, des instances que
dans lesquelles on évolue. Donc à partir de cet instant, moi je pense qu'il est indispensable de pouvoir, comme Léa l'a dit, de voir à l'interne quels sont les mécanismes de médiation qu'il faut lorsqu'il y a des difficultés pour pouvoir surmonter les problèmes. Ou alors, on fait ce qu'on a fait là et on expose le parti. Et là, ce n'est pas aussi bien. Donc, à eux de juger entre la formule de la médiation à l'interne et la formule d'exposer les problèmes du parti à la place publique et de tirer les conclusions. Mais on lui reproche notamment de n'avoir pas rendu public un certain nombre de rapports, notamment les rapports issus du congrès de janvier 2015. Bien sûr. Oui. Oui. Si Goldman, ça revient toujours, disons, au point de départ. Il y a Bruno Amoussou qui incontestablement représente l'incarnation du parti, jusqu'à preuve de contraire. J'ai dit, au Bénin, nous n'avons pas de parti, disons, véritablement démocratique. Les partis sont tributaires de leurs fondateurs. Vous prenez le PRD, c'est le PRD d'Adrien Roumbédi. Vous prenez le PSD, c'est le PSD de Bruno Amoussou. Même depuis les indépendances, vous prenez le parti de Hubert Manga, c'est le parti de Hubert Manga. Vous prenez l'ancien PRD, c'est le PRD de, comment il s'appelle, Feu Souroumiga Apiti, etc., etc. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il va falloir qu'on puisse revoir dans notre mécanisme de fonctionnement des partis politiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gouvernance au sein des partis politiques. Lorsque le président, à l'issue d'un congrès ou d'une réunion du bureau, n'a pas rendu public les documents, les rapports qu'il fallait, quel autre mécanisme il nous faut pour entrer en possession, puisque nous avons pris part? Quel autre mécanisme il nous faut pour entrer en possession de ces documents-là? Je ne suis pas sûr que ce soit le président du parti qui rédige les rapports. Donc, il doit avoir un secrétariat qui rédige les rapports. Est-ce qu'on s'est rapproché de ce secrétariat-là pour en savoir un peu plus? Voilà autant de questions. Et moi, je dis, ce n'est pas bien qu'on expose les problèmes qui concernent les partis politiques sur la place publique, parce que ça ne fait pas encore avancer. Ils seront là alors qu'il y a des problèmes sérieux, des problèmes de société, qu'ils devraient contribuer à résoudre avec les pouvoirs publics. Alors, Léa Sena-Glago, certains y voient une main invisible. Vous en pensez quoi? Non, moi, je n'aimerais pas utiliser ce terme sur ce plateau. Non, je pense que c'est comme on le dit, la gestion des hommes est très compliquée. Mais de la même manière, quand vous arrivez à avoir l'adhésion de ces mêmes hommes-là, vous gérez facilement et vous obtenez des résultats. Oui, mais y a-t-il des gens qui tirent les ficelles derrière? Ça, je ne saurais le dire puisque je ne suis pas militante du parti ni membre du bureau exécutif national. Mais à entendre les dissidents, ce n'est pas une main invisible forcément, c'est que c'est le président qui gère mal le parti. Et en tant que le président se défend de ce que lui ne voit pas ce qu'on lui reproche. Et c'est pour cela que je pense que mon confrère Kouagou et moi, on est en train de dire qu'il faut dialoguer. D'abord, quand on parle de la gestion même du parti, il faut déjà que et le président et les membres du bureau exécutif national et les militants puissent déjà connaître les tests du parti, puissent se l'intégrer et puissent maintenant respecter ces tests-là. Parce que ça ne sert à rien de prendre des tests que les militants ne connaissent pas et qu'on ne leur applique que quand le Congrès est venu d'élire le bureau politique. Parce que cette préoccupation-là existe également au sein de nos partis politiques. Et je pense que c'est même la faute des militants à un moment donné quand on en arrive là. Parce que Kouagou l'a dit tout à l'heure, quand le parti reste le parti de tel, il y a problème. Et souvent, ces problèmes interviennent quand on se rend compte que les militants même ne font pas l'effort, par exemple, financièrement, de cotiser, de participer. Tout repose sur un seul homme. Tout repose sur un seul homme ou juste un club. Et à la fin, c'est les mêmes qui décident pour vous et vous subissez. Donc, il faudrait que déjà, en tant que simples militants, nous puissions nous intégrer, que quand nous sommes dans un regroupement, et qui plus est un parti politique, nous devons déjà connaître les tests qui nous régissent. Nous devons connaître nos responsabilités, nos devoirs, avant de réclamer nos droits. Et maintenant, quand vous connaissez ces paramètres-là et que maintenant vos droits sont bafoués, quand vous réclamez, vous avez facilement un gain de cause. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Il faut que nos partis politiques aient de plus en plus de convictions, des convictions qui vont au-delà des hommes qui ont, à un moment donné, créé ces partis-là. Parce que c'est indéniable, il faut que quelqu'un crée quelque chose. Donc, et que d'autres suivent. Maintenant, quand vous acceptez de suivre, il faut faire la démarche normale pour participer réellement à la vie de ce parti politique-là. Parce que
Aujourd'hui, on parle d'un congrès non organisé, on parle de bafouement des tests du parti, mais il fut un temps où on ne voyait pas les partis politiques animer la vie, même si la Constitution reconnaît que ces partis doivent animer la vie politique, on ne les voit pas. Et ce n'est qu'à la veille des élections qu'ils se réveillent de leur torpeur et qu'ils viennent voir le peuple pour dire, maintenant on se réunit, il faut qu'on choisisse son candidat. Et quand je parle, quand vous êtes militant et que vous faites même partie du bureau... Il y a donc un peu comme une part d'opportunisme dans tout cela. Oui, c'est à la veille quand même d'une élection c'est mon avis, majeure. c'est mon avis. Je ne serai peut-être pas comprise, mais je le dis quand même. Et quand vous êtes avec quelqu'un, avant de le nommer jusqu'au poste de président, c'est que vous connaissez cette personne-là. Avant de le lire, pardon. Avant de le lire, vous le connaissez. Et avant de le plébisciter, vous le connaissez. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas seulement élire les membres d'un parti politique sur le lobbying d'une personne ou sur le lobbying de ce qu'on veut à un moment opportun. Il faut qu'il y ait de la conviction, qu'il y ait de l'assurance pour que le choix, on puisse l'assumer tous ensemble au moment opportun. Parce que c'est souvent banal qu'on se rende compte des gens se lèvent qui disent ils ne gèrent pas bien, ils nous gèrent comme une entreprise, alors que c'est nous qui l'avons choisi. Léa Sena-Glago, ce qui est sûr, le bureau exécutif appelle au calme et invite les militants à un congrès prévu pour le 30 juin. Les frondeurs ne l'entendent pas de cet œil-là, ils parlent plutôt d'un conseil national. Le parti social-démocrate, y survivra-t-il pour finir avec ce sujet? On ne pourra pas ici et maintenant tirer cette conclusion. Attendons de voir ce qui va se passer entre le 30 juin et le 1er juillet avant de pouvoir tirer la conclusion. Ça va découler naturellement pour qu'on puisse tirer la conclusion que le PSD survivra ou non. Le PSD s'en sortira-t-il, Léa Sena-Glago? Moi, j'espère que le PSD et les autres partis politiques forts de ce pays, j'espère véritablement qu'ils vont pouvoir s'entendre, régler les problèmes internes pour pouvoir faire adhérer d'autres pour qu'on en arrive à ces grands regroupements politiques que nous appelons de tous nos voeux. Voilà, sera-t-il fragilisé le Parti social-démocrate? On le saura de toute façon dans les prochains jours. Et ça grogne au port autonome de Cotonou. Les travailleurs et les partenaires sociaux dénoncent notamment le recrutement d'un mandataire pour la gestion de l'institution. Et on a annoncé une grève de 48 heures. Il y a comme un certain cafouillage au niveau des journaux. Certains parlent de l'effectivité de la grève. D'autres disent que la grève n'a pas eu lieu. Jean-Claude Kouagou, où est la vérité dans tout cela? La grève a-t-elle eu lieu ou pas? C'est une question très importante et cruciale. Pour notre part, à partir du moment où le ministre est allé, par anticipation, échanger avec les acteurs du port, nous avons estimé qu'il a désamorcé la crise. Et à partir de ces moments-là, nous avons tiré la conclusion que la grève n'a pas eu lieu. Et nous le disons parce que au niveau des activités portuaires, on n'a véritablement pas senti qu'il y a eu une paralysie véritable. C'est sûr qu'il y a peut-être eu quelques bureaux fermés et c'est sur cette base-là que certains ont tiré leur conclusion qu'il y a eu effectivité de la grève. Mais toujours est-il que le port, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'est véritablement pas paralysé. En conclusion, c'est que la grève n'a pas eu lieu. Le mot d'ordre n'a donc pas été suivi, Léa Sena-Glago? Je ne dirais pas ça. Les secrétaires généraux qui ont convoqué cette grève-là vont faire le bilan à leur niveau. Mais je pense qu'en tant que patriote, en tant que nationaliste, en tant que béninois, il faut toujours prioriser le dialogue avant de prendre certaines mesures. Parce que quand on parle du port, on dit souvent que c'est le poumon de l'économie nationale. Et donc, quand on veut et qu'on prend l'ampleur de ce qu'on veut faire, qu'on dit qu'on veut paralyser un secteur pareil, je pense qu'il faudrait bien réfléchir. Déjà, appeler le gouvernement à pouvoir dialoguer avant de prendre cette mesure-là, parce que c'est quand même une entrée importante pour les pays de la sous-région. Donc je pense qu'il faudrait réagir. Je pense qu'il n'y a rien de bien qui ne se fait sans le dialogue. Moi, je suis convaincue que quand on dialogue, on peut toujours trouver des solutions. Et c'est comme on le dit dans le privé, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas droit à un salaire. À quoi ça sert de mettre à mal l'outil qui vous donne un salaire à la fin du mois et après réclamer un salaire et réclamer des primes? Parce que je pense que pour réclamer quelque chose, il faut avoir fait son travail pour que cela apporte véritablement quelque chose. Ils ne sont notamment pas d'accord avec les différentes réformes engagées au niveau du port autonome de Cotonou. La directrice générale, Huguette Amoussou, elle parle d'une mesure visant l'efficacité de la plateforme portuaire. En revanche, les partenaires sociaux, le personnel pensent qu'on tend vers une certaine privatisation. Alors, dans tout cela, est-ce que l'efficacité de la plateforme portuaire tient à cœur des acteurs portuaires? De façon générale, il faut dire qu'on a toujours peur des réformes parce qu'on
personne ne sait là où ça va nous conduire. Et c'est comme si on devrait faire un saut dans l'inconnu. Donc, on est toujours méfiant et on est prévoyant. Et pour cette raison, on essaye d'être réticent. C'est la véritable question. Et c'est pourquoi certains acteurs du port estiment que la nomination d'un mandataire créera de préjudice au port. Et pour cette raison, ils n'entendent pas de cette oreille-là. Mais il faut peut-être, sur la base de la foi, concéder au pouvoir, aux dirigeants de l'instance portuaire, de pouvoir expérimenter cette réforme-là, si tant est qu'il est expressément dit que la réforme doit conduire, in fine, à, n'est-ce pas, rendre le port plus efficace, plus performant, pour permettre aux pays de l'internat de venir faire leurs opérations en temps réel et de pouvoir retourner, pour permettre à nous aussi de pouvoir engranger suffisamment de l'argent pour faire tourner l'économie nationale. Parce que si le port végète, disons, sur un plateau totalement désuet, mais on n'aura pas les résultats escomptés au niveau du port. Donc, il va falloir nécessairement, à un moment donné, qu'on puisse opérer des réformes. Même du moment où la directrice générale l'a dit, il ne s'agit pas d'une privatisation. Voilà. Donc, on prend acte de cela, qu'il ne s'agit pas d'une privatisation, mais que ce sont des réformes qui visent à rendre plus performant le port autonome de Cotonou. Et puis, on fait l'essai pour voir. De toutes les façons, lorsqu'ils vont accéder à certaines informations, ils sauront s'il s'agit d'une privatisation ou non. Mais en amont, on ne peut pas rester pour être en train d'opposer une certaine résistance. Non, je crois que ce n'est pas bien. Et lorsque des autorités amènent des réformes, il faut savoir les analyser, il faut dialoguer, il faut accéder à certaines informations pour pouvoir tirer les conclusions. Il ne faut pas tout de suite les rejeter. Il n'y a donc pas péril en la demeure, Léa Sena. Non, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. De la même manière, je ne sais pas si j'ai le droit d'exhorter les autorités portuaires, mais je pense que également il faudrait intégrer ces acteurs portuaires-là aux réformes, leur faire comprendre le bien fondé de ce que ces réformes vont apporter. Davantage associés, parce que plus quelqu'un est conscient de ce que vous voulez lui apporter, plus il adhère facilement. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours attendre que le mal soit fait pour pouvoir sensibiliser. Il faut également faire l'effort de communiquer, d'informer avant de mettre en œuvre ces réformes-là qui, in fine, comme l'ont dit les autorités, va permettre une meilleure efficacité de notre port, vu qu'il y a d'autres ports concurrents dans la sous-région qui sont là et qui sont prêts à prendre ce que nous, on rejette. Donc, il faut faire très attention. Voilà, et ça va mal au centre, au CHU Mel. Le plateau technique ne fonctionne plus du tout. Du coup, plus question d'accouchement au niveau de ce centre qui est quand même un centre de référence, Jean-Claude Kouago. Oui, c'est effectif que le centre hospitalier universitaire de la mère de l'enfant Lagune de Cotonou s'est spécialisé dans, disons, la santé de reproduction maternelle, dans la santé de reproduction, et s'occupe essentiellement des femmes. Et c'est très important pour la vie de notre pays que cet hôpital ait les moyens nécessaires. Quand je parle de moyens, je veux parler de son plateau technique. Il est important que cet hôpital puisse avoir un plateau technique à la hauteur des ambitions que les autorités ont fixées à cet hôpital-là. Seulement, il est regrettable ces derniers jours de constater que ce plateau technique est défectueux. Et cela pose le problème général au niveau des plateaux techniques des formations sanitaires. À partir de cet instant, c'est sûr que l'alerte est entendue, la cause est entendue, que les autorités sauront venir très rapidement à la rescousse de cet hôpital-là pour remettre le plateau technique pour que nos femmes, nos sœurs puissent aller, n'est-ce pas, donner vie dans cet hôpital de référence qui est à Cotonou. Mais pour l'heure, c'est que, en raison des difficultés, les patientes sont référencées au niveau de l'hôpital des instructions des armées, donc Kangezo, et au niveau du CNHU, qui quand même est un centre non seulement de référence nationale, mais un centre aussi un peu trop sollicité. Et c'est pourquoi il est important que les autorités puissent venir très rapidement au secours du centre hospitalier universitaire de la mère de l'enfant Lagune. Alors, Léa Sena Glago, vous qui êtes mère, c'est quand même effarant que cette situation perdure à ce point au niveau du CHU Mel.
Oui, vous l'avez dit, Rachida, pour avoir eu des occasions d'aller vers ce centre sanitaire-là, je pense que le problème est plus qu'effarant. Ça donne froid dans le dos de voir que c'est le seul centre qui au moins s'occupe des femmes qui sont en voie d'accouchement et qui aujourd'hui a des problèmes. Je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas su réagir très tôt. On n'a pas su réagir très tôt, c'est tous les acteurs de ce centre hospitalier-là. Parce qu'il y avait des ce n'est pas que le gouvernement. Parce qu'à un moment donné, il faut... Parce que j'ai entendu des médecins dire qu'à un moment donné, ils cotisaient même pour soigner des patients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sursaut patriotique qu'on nous fait appel. Il faut qu'on réhabilite ces grands centres hospitaliers de notre pays. Parce que c'est ça qui fait que c'est la référence. Le privé aujourd'hui ne pourra pas accueillir tout le monde. Le privé a un coût et tout le monde ne peut pas aller dans le privé. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, au-delà de ce qu'il faut appeler au secours le gouvernement, c'est très important que les bonnes volontés puissent sortir de leur coin pour venir assister. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a un appel à la solidarité. Un appel à la solidarité nationale, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a des bonnes volontés qui ont construit un centre pour les personnes victimes de fistules obstétricales. Je pense qu'on en a besoin et il faut que tous ensemble, on puisse faire quelque chose pour accompagner le gouvernement à réhabiliter au plus tôt ce centre-là, parce que les hôpitaux où on réfère aujourd'hui les malades seront débordés. Et s'ils sont débordés, c'est qu'on aura des problèmes alors qu'on a juré qu'il n'y aura plus de morts sur la table d'accouchement. C'est vital et c'est crucial. Et l'appel, c'est un cri de cœur à l'endroit de tous les Béninois à pouvoir faire quelque chose. Le Bénin vient de décrocher, c'est une prouesse, on peut se permettre de le dire, de décrocher au deuxième compact du Millennium Challenge et compte 375 millions de dollars pour booster le secteur énergétique au Bénin. Et on parle déjà de la fin du délestage. Jean-Claude Kouago. Donc, il faut reconnaître que c'est un mérite que le Bénin ait pu conclure cet accord de partenariat avec le MCA. Mais conclure tout de suite que c'est la fin du délestage, cela me paraît péremptoire. Il va falloir qu'on puisse, n'est-ce pas, donner le temps au temps, qu'on puisse mettre les montants retenus dans ce contrat-là à la disposition des services clés, des services qui doivent participer à rendre opérationnel le projet contenu dans ce contrat-là. C'est quand même un bon secteur, non, j'en viens. Donc, qui est le secteur de l'énergie. Et nous savons que l'énergie aujourd'hui est pratiquement source de vie et source, disons, de développement. Lorsque l'énergie fait défaillance, c'est que ça joue indéniablement sur la production à tous les niveaux. C'est peut-être dans nos champs que cela ne se ressent pas, mais à tous les autres niveaux, c'est que quand il y a coupure d'électricité, il y a problème dans le fonctionnement. Même si vous avez des groupes électroniques, à votre propre niveau, ça vous fait un surcoût. Et pour éviter cela, il est à saluer que ce contrat avec MCA soit signé. Alors, Léa Sena-Glago, est-ce qu'on va vers une meilleure gouvernance énergétique au Bénin? Je dis déjà enfin, parce qu'on va finir par démarrer ce projet-là pour le bonheur des populations. Et si vous avez eu la chance d'aller dans certaines localités de notre pays, vous vous dites que c'est crucial qu'on en arrive véritablement à l'effectivité de la mise en œuvre de ce projet-là. Parce qu'il y a des populations encore qui sont dans de grandes villes du Bénin et qui n'ont pas accès à l'électricité. Et tout à l'heure, on a parlé du plateau technique du CHUMEL. Vous pensez que les coupures répétées n'ont pas eu à avoir un impact également sur ce matériel dont nous plaignons aujourd'hui de la caducité, parce que c'est gâté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, mais je pense également que c'est plus important quand on sait que ce projet-là ne va pas prendre en compte que l'énergie conventionnelle. Quand on sait que désormais, le solaire sera mis à contribution pour pouvoir régler des problèmes d'électrification dans certaines de nos localités. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans le noir. C'est possible. Je suis sûre même que vous, le jour où on coupe le courant et que votre torche n'est même pas chargée, vous avez du mal à rester dans votre propre chambre. Donc, je pense que c'est à encourager. C'est un bon bout, comme vous le dites. Il faut veiller à ce que ce projet soit bien mis en œuvre pour que le peuple béninois puisse dire enfin ouf, le délestage est terminé, puisque c'est la finalité que nous attendons tous, que le délestage soit fini. Et ça va mettre fin au délestage. Je ne dis pas que ça va mettre fin, mais j'espère que ça va tout au moins atténuer ces coupures que nous observons au quotidien.
Oui, je pense qu'on peut même espérer que le délestage prenne définitivement fin. Mais je dis à l'étape où nous sommes, on vient d'avoir un contrat. Expérimentons d'abord, voilà. allons au Mettons fond ça d'abord en des œuvre, choses. et surtout que ceux qui sont chargés de mettre ça en œuvre puissent aller dans cette directive-là, mettre véritablement... Qu'il y ait une bonne gestion surtout. Une bonne sur toute la ligne, de sorte que l'objectif final qui est escompté de nous tous et qui est la fin du délestage, qu'on puisse l'atteindre. Encore que quand on a vu le premier compact ici, on sait que ça va aboutir. Voilà. Une gestion rigoureuse, Bien sûr. Pourquoi pas. C'est souvent ça. Voilà. Alors, vous le savez tous, Jean-Claude Kouagou, Léa Sena-Glago, le brevet d'études de premier cycle a eu lieu cette semaine et dans tous les journaux, on parle d'une bonne organisation. Oui, ça a été constaté qu'il n'y avait pas de défaillance. Pas de couac majeur. Pas de couac majeur, non. Pour tout examen, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, des choses qui ne relèvent pas des organisateurs et qui relèvent peut-être, disons, des candidats eux-mêmes. Donc, à partir de ce moment, il y a des choses qui ne sont pas maîtrisables, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser d'avance. À partir de cet instant, lorsque les organisateurs ont été suffisamment vigilants et que lors du déroulement de l'examen, ils ont pu quand même détecter la velléité de tricherie, la velléité de superstition de certains candidats. Il va falloir qu'on puisse leur décerner un satisfecit et dire félicitations. Donc je crois que pour l'ensemble, ça a été une bonne organisation. Une bonne organisation pour vous aussi? Bon, je remarque qu'il y a une bonne organisation, mais je pense que l'organisation qui a manqué, c'est plus au niveau des candidats et des parents de candidats. Parce que c'est inconcevable que vous ayez... vous soyez chiné pendant toute une année pour aller tricher, pour aller faire des falsifications, pour perdre en une journée ou en 3 jours ce que vous avez mis 9 mois à élaborer. C'est dommage. Et ça m'amène à lancer cet appel. Ça ne sert à rien de vouloir faire autre chose que ce qui est prescrit. Vous avez 3 jours de composition, apprenez et composez normalement. On n'a pas besoin de tricher parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Si par exemple on vous met en prison, vous en avez pour des années alors que vous auriez pu décrocher facilement votre brevet d'études du premier cycle. Donc je pense que ça ne sert vraiment à rien d'en arriver à ces extrêmes-là. Moi quand j'ai suivi la revue, j'étais choquée de m'imaginer que des parents ont investi véritablement sur cet enfant-là qui ruine tout l'investissement que ses parents ont mis en lui pour avoir falsifié sa carte et avoir mis dans des problèmes les examinateurs. Je pense que c'est des choses, il faut qu'on conscientise nos enfants, qu'on leur dise que c'est des efforts de 9 mois qui aboutissent après 3 jours de composition. Il suffit juste de se concentrer, de se donner corps et âme et de donner ce qu'on a appris. Ce n'est pas si sorcier que ça. Il faut aussi souligner qu'un examen n'est pas un concours. Ici, il s'agit d'avoir la moyenne, il ne s'agit pas d'être forcément le meilleur. Donc, si on a appris ces leçons régulièrement durant 9 mois, je crois qu'on peut tirer son épingle du jeu en ayant le minimum qui est exigé, à savoir 10 sur 20. Encore qu'échouer, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça vous permet de bien rebondir et d'avoir plus de niveau pour continuer l'aventure dans votre cursus scolaire. Donc, je pense qu'il faudrait que les candidats soient plus consciencieux, qu'ils se disent que les parents font suffisamment d'efforts, même si eux aussi, ils en font. Les parents font plus d'investissements qu'eux et que ces investissements ne doivent être balayés du revers de la main par des tricheries. Voilà, merci à vous, Léa Sena-Glago. Un gros chat dans la gorge, ça arrive. Tout de suite, le Carica Show. Bonjour chers amis de Carica. L'humour se déplace ce dimanche dans vos maisons à travers l'album Carica de fraternité de la semaine. On commence par l'enfant Claudio du 14 juin 2017. Il offre la représentation du gardien de but de la Gambie. Quelle balle lointaine! Où est-ce qu'elle est passée? Vérifie sans succès à l'aide de ses jumelles le dernier rempart de la Gambie, ne sachant pas que la balle se trouve au fond des filets. Étrange but du Bénin donc, Bénin-Gambie 1-0. De l'euphorie des stades, ouvrons un deuxième chapitre concernant l'inondation. Le ministre du cadre de vie a la solution à l'inondation avec ce personnage fantasmagorique qui porte un gigantesque marteau dans ses mains contre l'inondation. Escroquerie à présent dans ce dernier chapitre. Une femme se rend dans une structure des réseaux GSM. Elle demande: c'est quoi cette facturation? Mon crédit finit vite. Aussitôt, la femme qui se trouve derrière le comptoir lui répond: durant vos appels, si vous utilisez de gros mots, ça va bouffer votre crédit
ainsi que nos langues locales qui chauffent le système. Fin de cette revue. Voilà, vous avez un peu suivi le Carica Show du jour. Un mot? Non, ça me faisait seulement... Oui, je vous vois un peu sourire là. Oui, ça me faisait marrer, surtout quand j'entends que lorsque vous écrivez de gros mots, que cela consomme votre crédit. Franchement. Ça me faisait vraiment marrer. Elle aurait pu expliquer quel genre de mots dont elle parlait. Elle parlait du forfait, je crois. Non, je pense qu'elle parlait du forfait. Maintenant, tel qu'elle l'a dit, les gens vont penser que c'est l'utilisation des mots qu'on écrit là. Quand c'est un peu long, c'est que ça. Bien sûr. Non, c'était humoristique. C'était bien, ça détend. Il faut reconnaître le génie quand même de nos écureuils. Voilà. Je pense que c'est une prouesse qui a été très, très saluée. Moi, j'ai plus apprécié le patriotisme de tous ces Béninois qui sont allés au stade. Parce que c'était rempli. Hein. J'ai vu du monde, puisque je prends souvent. J'ai vu du monde et je pense que, quels qu'en soient les résultats à venir, il faudrait toujours encourager ces jeunes-là qui, malgré tout, s'efforcent de porter le drapeau national parce qu'ils ont besoin d'encouragement. Il ne faut pas seulement encourager que quand c'est bien, il faut également encourager que quand aussi ça tangue un peu, que la BAC n'évolue pas normalement, il faut les encourager et pour qu'ils se disent on a du monde derrière nous, il ne faut pas les décevoir. Parce que quand vous encouragez quelqu'un, il se dit je dois faire plus d'efforts. Et c'est bien quoi. L'actualité internationale, c'est tout de suite avec Patrick Loco. Bonne fête des pères à tous. Bienvenue à ce tour du net qui nous amène d'abord au Mali où l'opposition a organisé une manifestation ce samedi 17 juin. Le site internet de Radio France Internationale, RFI, nous informe que cette marche s'est déroulée dans le calme, contrairement aux deux premières dispersées par les forces de l'ordre. Dans un tweet, l'ancien président de la commission de l'UEMOA, l'opposant malien Soumaïla Cissé, a remercié tous ceux qui se sont associés à cette mobilisation pour dire non au test constitutionnel qui sera soumis à révision le 9 juillet prochain. Un autre opposant qui se signale, c'est Maurice Katumbi. L'ex-gouverneur du Katanga annonce son retour dans son pays, la République démocratique du Congo. En exil en Europe, Maurice Katumbi, sur qui pèse un mandat d'arrêt, veut retourner au Bercail, nous apprend le site du journal Le Monde. Maurice Katumbi compte sur l'ONU pour assurer sa sécurité. Restons avec le site Le Monde pour parler du second tour des législatives dans l'Hexagone. Vers une très large majorité pour la République en marche, prophétise le site qui, résultat du premier tour à l'appui, pense connaître l'issue du second tour qui a enregistré à la mi-journée de ce dimanche un taux de participation en métropole de 17,75%. Le site Le Monde fait savoir que les futurs députés français de la République en marche viennent de la droite, de la gauche et du centre. Allons au pays de l'oncle Sam pour finir. Et c'est le président Donald Trump qui a du souci à se faire. Selon le site de Libération, le président américain est directement visé par une enquête. L'affaire de la supposée immixtion de la Russie dans la présidentielle américaine et des pressions sur la justice sont des raisons d'ouverture d'informations sur le numéro 1 américain. Pas d'enquête sur nous ici et c'est délibérément que je vous remercie pour l'attention. C'est tout pour ce tour du web. Voilà, c'est aujourd'hui le second tour des élections législatives en France. Au premier tour, on a vu la République en marche largement en tête. Est-ce que vous pensez que ce sera la même chose pour ce second tour, Jean-Claude Kouagou? Bon, a priori, il semble que Emmanuel Macron draine du monde en France et que c'est son soleil qui brille. Les électeurs français veulent bien l'accompagner pour qu'il ait les ressources humaines nécessaires au niveau des instances de décision pour pouvoir mettre en œuvre de façon efficace et efficiente sa politique qui l'a conduit à briguer la magistrature suprême de la France. Donc moi, je pense que le second tour pourrait être à l'image du premier tour et qu'il puisse avoir beaucoup de députés au Parlement.
Alors, Léa Sena-Glago, une majorité confortable quand même pour Emmanuel Macron au Parlement. C'est le mal à vers non, mais c'est ce qu'il faut lui souhaiter parce qu'une politique des moyens, s'il promet aux Français de changer des choses, de mettre la France dans la marche et qu'il y réussit et que finalement il n'a pas les hommes pour l'accompagner parce qu'il sera question de contrôle de l'action gouvernementale, il sera question de l'élaboration ou du vote de certaines lois. S'il n'a pas des députés derrière lui pour l'accompagner, il ne pourra pas atteindre son objectif et accomplir la mission pour laquelle les Français l'ont amené au pouvoir. Et donc je pense qu'un second tour comme le premier, c'est une bonne chose pour Emmanuel Macron. Et les analystes, les sondages ont notamment annoncé un taux d'abstention un peu plus élevé pour ce second tour, j'allais dire 53%. En revanche, c'était 51% au premier tour. Et certains disent déjà que ce n'est pas une victoire à savourer. Oui, ce sont les questions, disons, électorales. Et lorsqu'on se met dans la dynamique d'analyser les résultats, on peut bien tirer cette conclusion-là que ce n'est pas une victoire. Mais il reste que, sur 100% des électeurs, lorsque c'est seulement 10% et qu'il y a eu peut-être 90% d'abstention et que c'est seulement 10% qui sont allés aux élections, mais les 10% décideront au nom de l'ensemble du peuple. Et c'est cela qu'il faut craindre. Voilà pourquoi, pour les prochaines fois, il faudrait que les gens puissent trouver les motivations pour aller aux urnes. Donc, on peut aller. Il y a au moins 3 possibilités. Je vote pour, ou je vote contre, ou je vote abstention. Tout au moins, j'aurais participé et j'aurais fait rehausser le taux de participation. Donc, voilà pourquoi, pour les prochaines fois, il va falloir, au lieu de pratiquer la politique de la chaise vide, il faut se rendre aux urnes, accomplir son devoir citoyen pour que le taux de participation ne soit pas toujours un paramètre trop déterminant. Abstention ou pas, une victoire, c'est une victoire. Oui, parce que, comme je l'ai dit dans cet exemple extrême, lorsque c'est 10% c'est 10% de l'électorat qui va aux urnes, et que sur les 10%, c'est 95-98% qui élisent, mais on dira que ceux qui ont été élus sur la base de 98, 95, 90, je ne sais pas, à un taux très élevé, à un taux très écrasant, mais sur la base de quoi? Sur la base du taux de participation qui est seulement de 10%. Donc c'est ce qui n'est pas bien. Il faut que les électeurs puissent se rendre véritablement aux urnes, que le taux de participation soit le plus élevé possible, qu'on puisse atteindre peut-être 95% de taux de participation. Et dans les 95%, chacun va pour faire sa volonté. Quelqu'un peut aller voter pour, quelqu'un peut aller voter contre, quelqu'un peut aller pour voter abstention. Donc, ce sont les 3 possibilités en matière d'élection. Et je dis, il faudrait se rendre aux urnes pour ne pas toujours laisser la place vide aux autres qui vont faire leur volonté. Et là, on tend vers un Parlement un peu plus jeune que d'habitude aussi. Oui, je pense que c'est peut-être ça. Un Parlement plus rajeuni. Un Parlement plus rajeuni, c'est même à souhaiter parce que ça ne sert à rien de voir les mêmes personnes sur des générations toujours décider pour tous. Parce que c'est tous ensemble qu'on forme un pays. Et donc, un Parlement plus jeune, c'est vrai que ça inquiète. Ça se dit, est-ce que ça pourra voter? Est-ce que ça pourra étudier lucidement les lois? Est-ce que ça pourra prendre de bonnes décisions? Mais je pense qu'il faut toujours commencer quelque part. L'indifférence n'a jamais apporté quelque chose. Et si vous êtes indifférent aujourd'hui, vous subissez le diktat de ceux qui, à un moment donné, ont décidé pour vous. Donc, le Parlement jeune, oui, mais le mécanisme existe pour accompagner ces députés-là à pouvoir bien faire leur travail. Ils ont des cabinets, ils ont des assistants, ils ont des conseillers qui peuvent leur expliquer le bien fondé. Et après, ils décident du choix. Encore que vous êtes élu dans une localité où vous avez vos mandants là, qui vous disent ce qu'eux, ils veulent. Et c'est également sur cette base-là, au-delà de vos convictions, que vous décidez pour la nation. Donc, je pense que la jeunesse du Parlement n'a rien à voir avec les décisions qui seront prises. Oui, Olympe Bernier-Colombe l'a dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et il est évident que le Parlement français se rajeunit, mais il est aussi évident qu'on ne va pas rapatrier tous les vieux routiers de la politique française. Il y aura forcément quelques-uns pour servir d'éclaireurs au Parlement pour dire non, en matière
il y a ce qu'on appelle les pratiques, en matière de pratiques parlementaires. Voilà comment cela se passe et les jeunes vont pouvoir prendre le pli. Ce qui est évident, c'est que le monde va s'améliorer et que les jeunes aspirent aussi à la prise de décision. Et c'est pourquoi, dans la politique française aujourd'hui, il se fait que les jeunes sont vous le dites si bien, les jeunes aspirent au pouvoir. Oui. Et, non, ça commence même d'abord par l'élection du président français. Hein, si autant que nous sommes ici, pratiquement, nous sommes peut-être plus âgés que lui, il a 39 ans. Non, juste ajuster que la jeunesse de ce Parlement pourra faire également qu'on aura de bonnes lois qui seront votées pour le bonheur des populations. Oui, des lois qui reflètent la réalité. Qui s'accordent à la réalité sociale de l'instant. Et vous parlez tout à l'heure de la jeunesse. Au Mali, la jeunesse s'est mobilisée pour dire non à la révision de la Constitution, une Constitution qu'on a, qui est quand même vieille de plus de 25 ans. Oui, ce n'est pas parce que la Constitution est vieille de plus de 25 ans qu'il faut la réviser ou non, mais c'est quel est le modèle qu'on veut intégrer en voulant réviser. Tout le problème est là. Si, non à une révision opportuniste. Voilà, non à une révision opportuniste. Si il y a des raisons majeures qui font qu'il faut réviser la Constitution, comme c'est le cas chez nous. Aujourd'hui, notre Constitution, tout le monde est d'avis, tout le monde est d'accord qu'il faut réviser notre Constitution. Et la jeunesse qui est le fer de lance de l'humain doit pouvoir jouer sa partition. Je crois que c'est dans cette optique-là qu'au Mali, les jeunes ont essayé de barrer la route, peut-être à une révision opportuniste. Mais si ce n'était pas le cas, c'est qu'ils se sont trompés de combat. Il ne faut pas oublier également que le Mali sort d'une crise qui n'est pas encore terminée. Et donc, pour pouvoir réviser cette constitution-là, il faut aller mollo, il faut aller pas à pas. Il ne faut pas prendre des décisions à la hâte qui vont encore plus fragiliser le pays. Voilà, merci. C'est déjà la fin. Le temps, il coule, il va tellement vite. On ne s'en rend pas compte. Merci quand même d'être passé sur ce plateau. Léa Senaglago, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Radio Tokpa. Jean-Claude Kouagou, vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien. Non, juste pour vous êtes aussi journaliste, directeur de publication donc du quotidien Le Matinal. Merci à vous et excellent dimanche à tous. Merci. Merci.